Alors bonjour, mon nom c'est Hélène Lépiné-Thomas. Je suis professeure de littérature et de français au Cégep Édouard-Montpetit et je suis aussi collaboratrice au LIREL. Je m'entretiens aujourd'hui avec Simon Roy, qui est professeur au département de français du Collège Lionel Groulx et qui a accepté de nous parler d'une activité qu'il a expérimentée à plusieurs reprises dans ses cours de littérature au Cégep, qui s'appelle donc une activité de combat des livres. Activité qui est inspirée des émissions de radio du début des années 2000. Canada Reads, Christiane Charette aussi proposait une version du combat des livres où Marie-France Bazot, à Indicatif présent, avait aussi emprunté ce concept-là. Et plus récemment, ça a été repris par l'émission Plus on est de fous, plus on lit. Donc, Simon, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, le combat des livres? Oui, ben merci de me recevoir. En gros, c'est une activité qui se déroule vers la fin de la session. Moi, je donne souvent le cours de français 104, qui est le quatrième cours de la séquence des cours obligatoires de formation générale en français à mon cégep à Lionel Groulx. Dans ce cours, les étudiants sont amenés, c'est un cours de communication orale et écrite. Doivent produire des textes à l'écrit. Je privilégie beaucoup la création, mais aussi la critique. Puis à l'oral, la création, non pas d'un exposé oral classique où l'étudiant est devant la classe et il performe. Non. Je ne suis pas trop fan de cette formule-là parce que en tant qu'ancien étudiant, ça me traumatisait de faire ça. J'étais très, très nerveux. J'en dormais mal la nuit précédente. Ça emmerde les gens qui assistent. Puis les profs aussi, souvent, c'est un peu pénible. Donc, moi, je propose plus une activité qui se fait dans un studio de radio, mais l'activité que je vais vous présenter peut très bien aussi se dérouler à distance dans un Zoom, en équipe de 5 ou encore en classe, là, à la limite. Mais je ne l'ai jamais fait en classe comme tel. J'ai toujours fait ça dans un studio de radio semi-professionnel à mon cégep. C'est avec les murs capitonnés, avec les micros. On peut même enregistrer puis réécouter l'activité et la présenter aux étudiants. En gros, ça consiste à faire lire au cours de la session 5 romans, souvent dans une thématique commune. Je pourrais donner comme exemple un cours que j'ai donné en communication et culture de masse, dans lequel je faisais lire 5 thrillers, 5 romans policiers, à peu près aux 2 semaines et demie d'intervalle chacune. Puis on les analyse, on les travaille en classe avec tests de lecture et tout ça. Et les étudiants qui ont de bons résultats, c'est-à-dire ceux pour lesquels c'est clair que l'œuvre a été lue, les œuvres ont été lues, ça leur permet, ont droit de participer à l'activité finale du cours, qui compte quand même pour environ le tiers de la valeur de la session, le combat des livres, donc en studio. Je forme les équipes moi-même parce que, comme je le disais, c'est des équipes de 5. Puis, mon expérience, quand les équipes se forment à même les étudiants par choix, souvent, ils vont se regrouper en petites gangs. Ça va créer des iniquités, des injustices. Ils vont favoriser leurs œuvres entre eux. Alors, j'assigne les œuvres. C'est moi-même qui choisis les livres. Vers la fin de la session, je permets aux étudiants quand même de me faire un genre de palmarès, un top 5 allant de leur préféré à leur moins préféré. Puis dans la mesure où ils ont bien travaillé, où ils ont été présents au cours, ils ont lu les livres, résultats au test de lecture satisfaisants qui en témoignent, j'essaie dans la mesure du possible de leur donner leur premier choix, au pire leur troisième, ça arrive de leur deuxième, mais en général, c'est assez bien réparti. C'est des œuvres qui ont fait leur preuve dans la mesure où les étudiants, avec le temps, m'ont montré, m'ont dit qu'ils avaient apprécié. Donc, il n'y a pas de navet là-dedans ou que personne ne voudrait choisir. Donc, tout le monde, les goûts de tout le monde sont assez représentés. Puis, on ramène tout ça vers la fin de la session lors des 4 ou 5 derniers cours en petite équipe. C'est moi qui anime. J'ai des questions toutes prêtes. C'est une activité qui s'évalue assez rapidement. Dans la mesure où j'ai ma grille de correction, j'ai leurs 5 noms et je suis capable avec la seule feuille de pouvoir écrire mes commentaires, de chiffrer ça. Puis à la fin de l'activité, bang, la correction est déjà finie, est déjà toute faite. Donc, c'est un grand avantage pour le prof de corriger ça live en direct.
Bien sûr, on peut l'enregistrer. Moi, ça m'est possible parce que c'est un studio de radio. Les premières années où je donnais l'activité, j'enregistrais, je réécoutais. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est un peu une perte de temps dans la mesure où on est là, on est très présent, on est très stimulé par ce que disent les étudiants. Donc, les commentaires à chaud sont en général très fidèles. Ils reflètent bien ce qu'on vient d'entendre. Donc, voilà pour la structure générale de l'activité. Donc, tu assignes, sur les 5 œuvres que vous avez vues dans la session, tu assignes une œuvre à chaque membre de l'équipe. Une œuvre différente à chaque membre de l'équipe. Pendant l'émission de radio, comment ça se déroule? Ben, c'est une émission qui dure c'est très précis, là, 1h15, on a une bonne émission. J'ai remarqué avec le temps qu'une émission qui dure 1 heure, c'est qu'il y a un maillon faible dans l'équipe. Il y a une personne qui n'a pas tant de choses que ça à dire, qui n'est pas très pertinente, qui manque de contenu. Ça raccourcit l'émission, mais en général, une bonne émission va faire 1h15. C'est un peu comme tu l'expliquais, Hélène, c'est un peu beaucoup inspiré de Canada Reads ou du combat des livres tel qu'on l'a connu à Radio-Canada et que Marie-Louise Arsenault continue de faire vivre dans son émission. La première ronde, donc c'est des rondes éliminatoires. La première ronde, c'est la plus longue parce que, oui, contrairement au concept à Radio-Canada, moi, ça ne se déroule pas sur 5 jours consécutifs. Ça ne serait pas gérable. Donc, ça se fait en une rencontre, 1h15, comme je le disais. Et le but, c'est que les étudiants eux-mêmes éliminent les œuvres de leurs adversaires partenaires parce qu'à un certain point, il y a des œuvres qui sont éliminées et ce n'est pas parce qu'un livre est évincé de la compétition que l'étudiant qui défendait cette œuvre arrête de jouer. Le concept continue. Ils doivent donc se rallier à une œuvre autre qu'ils ont appréciée ou si ce n'est pas le cas, ben, attirer sur tout ce qui bouge, puis ils deviennent comme des loose cannons qui font du tort à toutes les autres œuvres. Donc, la première ronde, elle est la plus longue parce qu'il faut prendre le temps de placer les arguments. N'oubliez pas que c'est un cours de communication à l'écrit dans lequel la critique est très bienvenue. Donc, on s'attend à ce que ce soit une émission, un concept qui soit axé sur la critique. Donc, c'est pas du j'aime pas. On va plus loin que ça. Ça nécessite une compréhension fine des œuvres, une compréhension poussée. Et un étudiant qui n'est pas préparé va se faire manger tout rond par ses adversaires. Donc, je les encourage à vraiment aller, pas juste reprendre les notes qu'on a données pendant qu'on analysait les œuvres au cours de la session, mais de continuer des recherches, d'aller voir qu'est-ce que le rayonnement de l'œuvre, sa réception critique et tout ça, puis eux-mêmes d'amener des arguments sur qu'est-ce qu'ils ont apprécié ou pas, mais concrètement, ça va au-delà du c'est bon, c'est pas bon. On ne veut pas de ces choses-là. Donc, on commence avec c'est un premier tour de table, c'est assez dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a quelqu'un qui commence et on finit avec la personne qui est la dernière en cercle. Pour le tout début, on fonctionne de manière linéaire, comme premier, deuxième, troisième, puis plus tard dans l'émission, c'est selon les discussions, puis selon les mains levées. Quelqu'un qui me fait un signe, un clin d'œil me disant qu'il pourrait faire du millage, ce qui est en train de se dire, ben, je prends les tours de parole. Mais au tout début, il y a quelqu'un qui, ben, chacun leur tour, vont lire un court extrait. C'est pas long, c'est vraiment juste pour nous mettre dans l'ambiance, nous rappeler le style de l'auteur. Un paragraphe, rarement plus, parce que ça peut devenir long, suivi d'un bref résumé le synopsis de l'œuvre qu'ils viennent de défendre. Puis on ne se gêne pas de dévoiler, il n'y a pas de spoiler à craindre. Là, tout le monde a lu les œuvres, donc on peut tout dire. Mais encore là, c'est bref, c'est un bref résumé. Et ensuite, ben, commence le vrai débat avec une première mise en valeur, un premier pitch de vente où chacun son tour est amené à dire pourquoi, à son avis, l'œuvre qui lui a été assignée mérite de gagner le combat des livres de cette édition-là. Pourquoi, à leur avis, on leur a attribué la meilleure œuvre des 5. Donc, là, c'est un dosage savant là, faut commencer fort, mais peut-être pas trop fort, parce que le risque, c'est de tout donner nos arguments qu'après, pendant le reste de l'heure et quart, on répète les mêmes choses, les mêmes arguments, puis ça finit par nuire plus qu'aider. Donc, ça demande vraiment des compétences de débat de la part des étudiants. Vraiment, ouais. Puis
sentir un peu le vent qui tourne des fois pour ramener un argument, pour éviter d'être trop ciblé. Une fois que tout le monde a fait ces trois interventions-là, c'est-à-dire la lecture d'un court extrait, la présentation d'un bref résumé, puis la présentation des premiers arguments forts, je demande, dans l'ordre qu'ils veulent bien intervenir, s'ils n'avaient pas à défendre l'œuvre que moi je leur ai assignée, quelle autre œuvre ils auraient aimé assigner, mais je le présente autrement, un petit peu différemment. Je dis, si leur œuvre, ils ont 20% de se rendre en finale, contre quelle autre œuvre ils aimeraient le moins se retrouver, compte tenu des forces de cette œuvre finaliste-là, qui pourrait les faire perdre. Donc, c'est d'amener des arguments favorables, donc de dire du bien d'une autre œuvre que la leur. Et ces questions-là, ils ne les connaissent pas d'avance. Donc, je leur demande d'être prêts à tout. Je leur demande de prévoir des arguments dans leur préparation, dans leur recherche, favorables et défavorables, parce qu'ils ne savent pas quelle œuvre va leur tirer dessus. Ils ont beau avoir une œuvre qu'eux ont aimée inconditionnellement. Les quatre autres, eux, leur intérêt, c'est de les faire tomber. Donc, il faut qu'ils voient venir les faiblesses potentielles de leur propre œuvre. Donc, c'est ça, de dire du bien d'une œuvre. Une fois que tout le monde a parlé en bien d'une œuvre, il n'y a toujours pas de débat qui a commencé parce que tout le monde n'a dit que du bien de deux œuvres, respectivement. Le vrai débat commence par la suite, quand je leur demande je formule la question de la façon suivante, je leur demande d'attaquer une œuvre, mais en me disant, si jamais j'avais à redonner le cours et qu'ils étaient mes conseillers spéciaux, quelle œuvre ils me conseilleraient de remplacer, parce qu'ils la jugent celle-là moins forte, moins pertinente, moins agréable à la lecture, ce serait laquelle, mais surtout pourquoi. C'est pas tant de faire du name dropping négatif, mais de dire, bon, telle œuvre, moi, je l'ai moins appréciée pour telle raison. Et là, c'est de sortir des arguments, justement, défavorables. Et une fois qu'on a une première personne qui attaque une œuvre, je l'interromps tout de suite dès le départ en demandant aux autres autour de la table s'il y en a qui vont pousser dans le même sens. De telle sorte que la personne qui est attaquée, ou en tout cas dont l'œuvre est attaquée, de telle sorte qu'elle puisse prendre des notes puis se préparer et les attaques vont arriver en rafale. Et à la fin des interventions négatives, ben, je donne évidemment le droit de réplique, le droit de contre-argumenter à la personne dont l'œuvre a été attaquée. Et de telle sorte qu'à la fin, tout le monde, puis c'est ça, tout le monde a fini par attaquer une œuvre. Bien sûr, il y a des œuvres qui n'auront pas été touchées, qui n'auront pas été fragilisées, mais ben, tant mieux pour elles. Ça mais va en venir même dans temps, les prochaines rondes. oui, mais c'est peut-être un mauvais signe. J'ai dû faire plus de 250 enregistrements de ce concept-là. J'ai vu toutes les possibilités, je crois. Ce que j'ai vu à l'occasion, c'est que des gens ont fait un vote stratégique, voyant qu'il y a une œuvre qui est très fragile. Ben, à la première ronde éliminatoire, ce n'est pas cette œuvre-là qu'ils vont tasser, sachant qu'elle ne va pas gagner de toute façon. Il y a trop de gens qui ne l'ont pas aimée. Donc, ils vont voter contre une autre œuvre qui n'a pas été touchée. Bon, pour éviter qu'un étudiant se retrouve orphelin d'une œuvre sans l'avoir vu venir, sans avoir été attaqué, avant la première élimination, je demande à tout le monde qui n'ont pas pu intervenir pour défendre leur œuvre parce que leur œuvre n'a pas été attaquée, justement, ben, est-ce qu'ils ont un mot avant qu'on élimine une œuvre? Est-ce qu'ils ont un mot positif, un autre argument qu'ils aimeraient faire valoir, juste au cas où, pour peut-être, si quelqu'un est ambivalent entre deux œuvres, mais peut-être aller voter contre une autre œuvre que la leur. Parce que aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les étudiants ont un bon sens de la justice. Là, ça n'a pas l'air d'après ce que je suis en train de raconter, mais ils vont privilégier une œuvre qui a été bien préparée. Ils vont rarement faire du mal à un étudiant qui, à moins que unanimement, ils trouvent que l'œuvre est médiocre, puis qui ont le goût d'être intègres avec eux-mêmes, puis qui disent bah, cette œuvre-là ne mérite pas d'être dans le combat des livres, on l'élimine. Mais des fois, ils sont stratèges, puis ils vont utiliser des stratégies plus retorses et ils vont éliminer une œuvre qu'ils ont bien aimée, eux, mais juste pour faire du tort à un adversaire potentiel qui pourrait les faire perdre. Un jeu cruel. Ouais, et ça, c'est la première ronde. Donc, ils ont devant eux des petits cartons avec les titres des 5 œuvres écrits au verso du carton. Et je leur demande à la fin de la première ronde de me remettre discrètement, sans que leurs adversaires voient l'œuvre qu'ils ont choisi d'éliminer,
le titre du livre qu'ils veulent voir sorti du jeu à partir de maintenant. Puis là, ben, c'est la majorité qui l'emporte. S'il y a une œuvre qui a 3 mentions, elle est sortie. Quand il y a une égalité, ben, je demande, ben, si c'est 2, 2, 1, ça peut arriver. Ça arrive à peu près une fois sur 10, là, mais ça peut arriver. Ben, je demande à la personne qui a voté différemment des 4 autres de refaire son vote puis de trancher. Donc, cette personne-là, la balance du pouvoir, pour employer un vocabulaire de politique. Fait que la première ronde, elle est longue. Ça dure à peu près 45 minutes sur 1h15. Mais tout le monde a placé ses billes. C'est stressant. Hein? Les étudiants, quand ils commencent, ils sentent qu'ils vont jouer gros. En 1h15, ils jouent le tiers de leur session. Mais comme j'aime leur dire, c'est pas en 1h15 que pendant tout le temps qu'ils ont préparé leur combat. S'ils ont attendu la veille ou s'ils ne sont pas préparés, ben, tant pis pour eux. Ils grilleront sur le grill. Mais s'ils ont bien fait leur travail, en général, ils n'ont pas à regretter. Puis si leur livre est éliminé, c'est pas plus grave. Ce n'est pas une évaluation, le premier qui est éliminé ou la moins bonne note, puis le gagnant la meilleure note. Pas du tout. Il est arrivé que le livre qui a été éliminé, ben, la personne qui le défendait a eu la meilleure note parce que c'est une évaluation sur la qualité des arguments, pas tant que sur le destin d'une œuvre. Puis l'œuvre inversement, l'étudiant continue à participer. Absolument. Donc à débattre pour le Bien reste sûr, des oui. rondes, c'est ça. Il peut se rallier à une autre œuvre ou tirer sur tout ce qui bouge. Puis inversement, ben, quelqu'un qui va gagner éventuellement peut avoir la pire note, peut même avoir une note d'échec parce que ça donne qu'une œuvre excellente, que la composition de l'équipe ont tous aimé, oui, puis ça n'a rien à voir avec la valeur de l'argumentation. À ce moment-là, il y a des gens qui ont déjà eu 30 %, ils étaient tout surpris, mais comment je peux avoir 30 %? Mon livre a gagné, oui, mais il a gagné malgré toi. Là. Ça n'a rien à voir. Là, ça va aller plus rapidement pour mon explication. Les deuxième et troisième rondes sont identiques. C'est une seule question et on élimine un livre une fois que tout le monde a répondu. Puis là, ben, je donne une liste de possibilités de questions. Parlez-moi du livre dont l'histoire est la plus captivante à lire, ou ça peut être sur le plan d'écriture, sur le plan formel, lequel est le plus inventif, le plus mémorable. Aussi, est-ce que ça peut être un personnage? Est-ce qu'il y a même un personnage que vous connaissez mieux que votre meilleur ami, tellement qu'il est convaincant? Ce serait lequel? Parlez-moi d'un personnage fort, d'un des livres. Puis ils peuvent parler de leur livre, mais ils peuvent parler d'une autre œuvre aussi. Là. On est là pour la cause, finalement. Ça peut être aussi, comme question, une œuvre qui les a fait baver, mais finalement, quand ils repensent à rebours, ils se disent qu'intellectuellement, aussi sur le plan cérébral, c'était la plus stimulante. C'est celle qui leur a le plus appris, qui les a fait plus grandir, même si c'était difficile. Donc, à la fin de la deuxième ronde, on élimine une deuxième œuvre. À la fin de la troisième ronde, une troisième est écartée. Et il nous reste deux œuvres. Et comme tu le disais, Hélène, les étudiants dont l'œuvre a été éliminée continuent de jouer, mais jusqu'en finale. Rendu en finale, les 3 orphelins, ceux qui n'ont plus d'œuvre, gardent le silence, écoutent, mais ils vont voter. Et là, on se retrouve avec 2 finalistes, 2 personnes. Comme on est rendu vers la fin de l'émission, on est un peu fatigué. Il ne s'agit pas de repartir sur des laïus de 10 minutes. Alors, ils sont chronométrés. Ils ont 1 minute et vraiment 60 secondes chronométrées. Je les interromps une fois le 60 secondes écoulées. Et ils gèrent comme ils veulent leur temps. Donc, ils peuvent parler en bien de leur œuvre pendant 60 secondes ou rien qu'en mal de l'adversaire, de l'œuvre adverse, ou un équilibre, un genre de dosage sur les 2 dernières œuvres. Puis, ben, à la toute fin, pour faire changement, là, on ne vote plus contre un livre, on va voter les 5 votes, donc évidemment les 2 finalistes. Puis il est arrivé que des étudiants se soient fait harakiri, qui jugeaient que leur adversaire était vraiment très, très fort, qu'il avait une bonne œuvre, puis qu'à tout prendre, vas-y, va chercher le titre. Puis ben voilà, c'est ça, on me remet le carton du livre qu'ils veulent voir gagner. Puis pour rendre ça un petit peu plus excitant, je donne un 5 points de bonus. Donc, un étudiant qui finirait avec une note de 92 qui aurait gagné. Sa vraie note, c'est 87 plus 5. Ben, c'est une petite carotte que je mets au bout de l'activité pour les inciter à donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'en finale. Un petit côté compétitif. Oui, c'est ça. C'est une activité que moi, j'en raffole dans le sens où
les étudiants sont sur le qui-vive, ils prennent vraiment l'activité au sérieux, du fait que peut-être que c'est l'activité finale du cours et qu'elle compte pour beaucoup, ça c'est sûr, mais le fait que ça se passe en studio, que c'est très organisé, et ils sentent, je leur en reparle souvent au fil de la session, quand il y a une œuvre qui vient d'être lue ou qui est en cours de lecture, je leur rappelle, prenez des notes parce que ça va vous être utile. Par exemple, si l'activité a lieu au mois de mai, et qui ont lu un livre début février, moi, je ne serais pas aussi pointu à parler d'une œuvre que j'ai lue il y a 3 mois qu'une œuvre que j'ai lue tout récemment ou en tout cas pour laquelle j'aurais pris des notes. Et en révisant les notes, boum, ça me ramène toutes mes idées. Donc, l'idée, c'est vraiment de les placer face à une tension, un genre de déséquilibre, parce qu'ils sont vraiment seuls contre 4, ils sont seuls contre tous. Ils n'ont pratiquement pas de chance de gagner. Ils ont 20%, ils sont 1 contre 4, donc c'est 9 sur 5. Puis, il faut qu'ils voient ça comme un jeu. Faut pas c'est pas grave s'ils sont éliminés. C'est le plaisir de discuter à la fin qu'ils doivent sortir, de discuter des œuvres. Puis par rapport à l'expérience de la littérature, en quoi cette activité-là, d'après toi, c'est quoi les avantages de cette activité-là? Bien, chaque fois que l'activité se termine, les étudiants me remercient de leur avoir fait vivre ça. Autant au début, ça les traumatisait, ça les angoissait, à un point où il y en a qui ont une voix qui tremble, qui sont un peu fragiles, paralysés même. Bien, une fois leur premier pitch de vente fait, on oublie qu'on est dans une évaluation, puis c'est comme si on était dans un pub et qu'on parlait de livres qui nous ont fait triper. Ça se rapproche de l'expérience du cercle de lecture, mais avec le volet compétitif, ça c'est vrai qu'il est là. Mais on me remercie, on me dit, je ne change pas cette activité-là, c'est trop hot, j'entends ça vraiment souvent. Ça les change, ça les sort de ces cours qu'on connaît, ceux qui enseignent au cégep le savent bien, les fameux cours de 101, 102, 103, qu'on peut dire comme des langues sales, des cours de peinture à numéro, où tout est très, très structuré, les étudiants, ils savent, puis nous-mêmes, on n'est pas dupes, là, ils nous rendent ce qu'on veut lire. C'est très... comment dire? Oui, c'est ça, c'est vraiment le mot, c'est très formaté. Il n'y a pas tellement de marge de manœuvre, pas tellement de liberté, alors qu'ici, il y en a énormément. Moi, si je fais 22 émissions dans une session, par exemple, si j'ai plus de 100 étudiants, ben, des équipes de 5, on fait une division par 5, ça nous donne le nombre d'équipes, donc le nombre d'émissions. Mettons que j'en ai 22, bien la 20e, la 21e et la 22e sont aussi excitantes que les 2-3 premières. Même si ça se trouve, c'est la première qui est la moins intéressante parce que je suis un peu rouillé à chaque fois. Il y a des trucs qui ne marchent pas tout à fait à mon goût parce que mais à un moment donné, on devient rodé et il n'y en a pas deux pareils. Donc, c'est vraiment les mêmes œuvres. La personnalité des étudiants qui ressort. Tout à fait. Puis c'est ça, toutes les œuvres, tous les goûts sont dans la nature. Puis comme il y a des œuvres variées, ça doit être la même thématique. Mettons des livres écrits par des auteurs de polars, mais ça demeure des polars différents qui ne sont pas reçus de la même façon par les étudiants selon la composition des équipes. Puis je referais la même émission en changeant un élément dans une équipe, ça donnerait un tout autre résultat. C'est toujours, du point de vue du prof, c'est franchement intéressant, puis on voit le pourquoi on était dans ce domaine, qu'on travaille dans ce domaine-là. Moi, je le sens vraiment, ça me fait vibrer quand je donne ces cours-là, quand je donne cette activité, cette évaluation-là. C'est vraiment trippant, c'est vraiment plus agréable à corriger, puis ça se fait en direct en même temps. Donc, sur la charge de correction, là, il y a quelque chose d'agréable pour le professeur, ouais. Mais il y a aussi quelque chose d'agréable pour les étudiants à travers ça. Ah oui, c'est pas bidon, c'est pas une activité qui est juste pour moins travailler, là. Vraiment pas. Non, clairement, il y a du travail derrière ça, on le sent, surtout dans l'organisation. C'est l'organisation. Des rondes, tout, là, vraiment. Puis, justement, toi, c'est un truc, une activité que tu as expérimenté beaucoup dans le studio radio du cégep Lionel Groulx, mais justement, en contexte d'enseignement à distance, comment tu vois cette activité-là? Est-ce qu'il y a un potentiel d'adaptation à notre contexte actuel? Ah oui, vraiment. Puis même les ressources permettraient ça, dans le sens où il y a moyen d'avoir comme des chambres, je ne sais pas comment on appelle ça, mais comme des chambres, oui. Des chambres, bon, il y aurait même moyen d'avoir un public qui pourrait assister à ça, mais moi, je ne pousse pas trop vers ça parce que je me suis rendu compte avec le temps. Il y a une année, même, j'avais fait installer à l'audiovisuel des haut-parleurs dans le corridor qui donnaient sur le studio de radio.
Mais en faisant sortir une équipe pour en faire entrer une autre, je me suis rendu compte qu'il y avait comme 20-25 personnes qui étaient assis en train de prendre des notes. Donc, ils étaient en train de voler les arguments des équipes qui passaient devant eux pour moins préparer, moins travailler. Donc, j'ai éliminé ce volet-là. Mais dans le cadre de l'enseignement à distance, moi, je le ferais de la même façon que je viens de le décrire, mais avec des équipes de 5, à raison d'1h15, 1h30, venez, on se rencontre entre nous autres, puis en petits groupes. Ouais, ça se ferait vraiment très, très bien. Le seul handicap que je vois pas en personne, c'est comment gérer les lectures, dans le sens où, oui, il est possible d'enseigner une œuvre, mais on sait ce que c'est à distance. Est-ce qu'ils ont lu l'œuvre? La partie test de lecture est plus difficile à administrer. Parce que ça demande que les 5 étudiants aient lu bien les 5 œuvres. Ah oui, oui. Fait que normalement, tu fais tu vérifies la lecture au courant de la session, mais avec des tests de lecture ou un petit questionnaire, je pense qu'il y a moyen de vérifier que la lecture... Oui, mais c'est important qu'ils lisent les œuvres parce que des émissions de radio ou des éditions du Combat des livres que j'ai connues avec des étudiants qui n'ont pas lu une œuvre, c'est comme le canard boiteux. S'il y a quelqu'un qui va... il va avoir moins de contenu, il va être redondant, il va dire des banalités, des généralités, et ça crée un malaise. Les étudiants le sentent, ça. Moi, c'est clair que c'est patent que le livre n'est pas lu, mais tout le monde est comme, pourquoi moi, j'ai été jumelé avec lui. Puis les meilleurs, c'est un peu du favoritisme, mais on sait qui est bon, on sait qui est moins bon rendu vers la fin de la session. Puis je me paye la traite. Moi, ma dernière équipe de chaque classe, je mets mes 5 meilleurs ensemble. Et ça donne un succès tonitruant. C'est franchement trippant de voir. Mais c'est ça, donc quelqu'un qui est moins bon. Oui, bien sûr. Ah, ben c'est super intéressant. Puis oui, comme tu le disais, hein, sur une réunion Zoom, comme on se fait en ce moment, de rencontrer les étudiants en petit comité, ça leur permet de beaucoup d'interagir plus librement, peut-être. Donc, il y a un moyen d'entrer en contact avec eux, puis de faire simuler, en tout cas, une émission de radio, même si on n'est pas dans un vrai studio. Dernier détail à ajouter, Simon, ou il me semble qu'on a quand même fait un bon... Moi, je pense que ça fait le tour. Ouais. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé cette activité-là avec nous. J'espère que ça va inspirer certains professeurs. Clairement, une activité de fin de session super enrichissante et super intéressante. Merci. Merci, j'en serais ravi. Bye.